Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour la suite de nos aventures des Sabliers d'Or. On est quoi, la 4e journée? Je suis déjà perdu, hein, mais oui, ça s'enchaîne. On continue à vous présenter des jeux en avant-première, des jeux qui arriveront bientôt sur votre table. Vous les découvrez dans cette semaine exceptionnelle avec nos invités exceptionnels, puisque ce matin, nous sommes avec Domitien. Bonjour Domitien. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir au chalet. Pour la première fois, tu me disais, hein, on se connaît, on s'est déjà vu souvent, mais première fois au chalet. Souvent au festival, mais première fois ici. On a beaucoup de plaisir aussi à faire découvrir le lieu et vous le découvrez tous les jours. Je vous invite à aller voir notamment notre compte Instagram qui est géré par toute l'équipe, puisque Rachel, par exemple, qui est assis et qui fait du bruit avec son téléphone juste devant. Personne n'a entendu, mais je te cafte quand même. C'était pas assez fort. Rachel, Pénélope, Aline, est-ce que j'oublie du monde? Oui, Guillaume, j'oublie toujours quelqu'un, mais ça n'est jamais le même. Travaille sur le compte Instagram d'Un Monde de Jeu pour vous montrer l'ambiance, et alors c'est super bien fait, hein, puisque vous avez vraiment des petits clips super agréables. Vous voyez tout ce qui se passe au chalet, mais vous voyez également ce qui se passe autour de la table. Bonjour Johan, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour Domitien, bonjour tout le monde. Nous sommes comme d'habitude dans la petite émission qui précède la présentation du jeu du jour, du jeu du matin plus exactement, puisque nous allons vous présenter First Giants, nouveau jeu qui paraît chez Space Cowboy. C'est un petit événement, hein, on attend toujours avec beaucoup d'attention les jeux qui sortent chez Space Cowboys. L'année dernière, c'était quoi qu'on avait présenté? Non, Libellud, c'était... Tech Time, c'était Libellud, je crois. Tech Time, c'est Libellud. Ouais. L'année dernière. Qu'est-ce que c'était quoi les jeux de l'année dernière de force? Je veux mettre de Space Cowboy, je veux mettre en perspective. Mais même toi, tu sais plus. Ça, en tout cas, ça nous a marqué. Est-ce que c'était pas Inori? Shadow Theater, c'était eux, non? Shadow Theater, qui c'était chez nous. On avait Perspective, la boîte bleue, mais du coup c'était une deuxième boîte, donc je pense que c'était pas au sablier. Je me suis auto-piégé, moi. Non, mais il n'y avait peut-être pas dans les sabliers. Non, c'était Tech Time qui était dans les sabliers l'an dernier. Mais en tout cas, c'est un éditeur que l'on suit toujours avec beaucoup d'attention. Vous êtes curieux de savoir ce que donne ce jeu qui est signé par Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert. On adore ces auteurs également. On connaît particulièrement bien Matthew Dunstan. Maintenant qu'il travaille, il a eu aussi, tu sais, c'est comme les chanteurs, il a une carrière solo qui est impressionnante également, mais avec son groupe qu'il forme avec Matthew Gilbert, il y a eu quelques très très chouettes jeux qui sont sortis et vous allez le découvrir, on va vous le présenter, vous aurez la règle, vous allez avoir la partie, il est relativement rapide, on verra si on fait une ou deux parties, ça en fonction de l'heure, on choisira. C'est un jeu qui existe depuis un petit moment là. Toi, tu fais quoi exactement chez Space Cowboy pour que les gens qui ne te connaissent pas? Moi, je suis chef de projet, c'est le chef d'orchestre en fait. Ouais. Je gère le lien avec Matthew et Brett, avec les illustratrices, Jessica Cognard et Maud Chalmel. Oui. Et puis avec toute l'équipe en interne de développement, de direction artistique, de graphisme. La fabrication, la communication, tout le monde, et puis les différents externes qui ont pu bosser avec nous aussi. Donc, en général, tu as quoi, un ou deux projets en même temps? Alors, c'est un peu particulier parce que je gère aussi beaucoup de gammes. Ouais. Et donc, sur les gammes, je gère Splendor. Donc, Splendor, il y a du travail. Beaucoup de choses dedans. Et puis, beaucoup de choses qu'on voit pas forcément sur Splendor, parce qu'il y a aussi, c'est un jeu qui a dépassé le cadre du monde du jeu. C'est ça. Et en nouveauté, effectivement, généralement, on essaie d'en avoir 2, max 3, sinon ça fait trop à gérer d'un seul coup. Et puis on te croise aussi parfois sur d'autres choses que juste Space Cowboy. Tu fais aussi partie de l'organisation des Bretzels et des Jeux? Oui, je suis responsable des bénévoles. C'est le moment d'en dire un petit mot, parce que c'est pas dans très longtemps ce festival. C'est le 13-14 juin, 12-13 juin, je me souviens jamais quelle est la date du week-end, mais bref, c'est le deuxième week-end de juin. Samedi-dimanche quoi. Samedi-dimanche, ce sera à Strasbourg, il y aura des jeux. Il y aura des bretzels. Oui. Ouais. Que dire, ça va être un endroit assez chouette. On s'est déplacé par rapport aux années précédentes. On est revenu plus dans le centre. On est juste à l'entrée de la Petite France, donc le quartier iconique de Strasbourg. Si vraiment on prend la carte postale la plus chouette de Strasbourg, et c'est le point de vue qu'on aura depuis le festival. Bon, on va faire ça en affiche. Je vais prendre la carte postale la plus chouette de Strasbourg, parce que j'ai pas encore fait l'affiche. Faut qu'on se dépêche de préparer tout ça. Mais Aline, hein, dès qu'on nous a dit Strasbourg, ça a l'air bien. Il faut y aller. Strasbourg, moi je veux toujours y aller. Ouais, c'est la plus belle ville de France. Après Besançon ou avant Besançon? Avant Besançon. Avant Besançon. Ça a été tranché ce matin en direct. On n'est pas du tout de Strasbourg, mais c'est vraiment une incroyable ville. Si jamais Blandine passe par là, je nierai absolument cette phrase. Voilà. Donc, pas de preuve, c'est pas enregistré. Mais alors,
Tu aussi entre Strasbourg parce que c'est pas du tout à Strasbourg. Non, c'est à Boulogne, juste à côté de Paris. Donc effectivement, je suis 2 jours par semaine à Paris et puis de temps en temps aussi à Poitiers parce qu'on travaille aussi avec une équipe à Poitiers. Donc je fais pas mal de déplacements. C'est ça la vie du monde du jeu, c'est des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre assez régulièrement parce qu'ils sont passionnés tout simplement par leur métier et que parfois on n'habite pas à l'endroit concerné et parfois on fait des milliers de kilomètres pour rejoindre des équipes que l'on adore. Ah Rachel. Oui. L'équipe de dingue. First Giant, c'est pas un très gros jeu en réalité, c'est un jeu de collection de cartes. Oui. Non, je te lance un peu décrire pour pitcher un peu le jeu rapidement. C'est un jeu de collection de cartes, c'est aussi un jeu de timing. Oui. Arriver à savoir à quel moment reprendre ses jetons, à quel moment détruire son moteur, parce que c'est un jeu aussi de construction de moteur et de destruction de moteur. Et comme dans tous ces jeux, même Dominion en premier lieu, où voilà, à quel moment est-ce que je prends les cartes provinces et que je vais pourrir mon deck, là c'est un peu pareil. À quel moment est-ce que j'arrête de construire un moteur et je me dis non, là faut que je me mette à faire des points. Et c'est vraiment beaucoup un jeu de timing en fait. Et ça, le timing, on aime bien dans le jeu de société de manière générale parce que c'est aussi ce qui crée de la tension autour du jeu. Tu as insisté sur la construction, la destruction de moteur. Vous allez avoir, vous le verrez, des cartes que vous allez prendre devant vous quand vous les posez face visible, elles ont des effets. Puis quand vous les stockez derrière vous pour marquer des points de victoire, il y a un petit aspect course en plus, donc il faut vraiment le faire relativement tôt dans la partie. On n'a plus les effets. Et là, ça paraît super simple quand on lit la règle, on se dit c'est très simple ça, c'est un petit jeu. Mais ce timing-là, on le comprend au fur et à mesure des parties et on l'assimile. Et c'est pour ça aussi que nous, on y a joué, on s'est dit waouh, c'est super. Et c'est pour ça qu'il est sélectionné pour les Sabliers d'Or cette année. Il y a un autre aspect sur lequel il faut insister, vous saurez bien sûr tous les détails après explication des règles et parties. Un autre aspect sur lequel il faut insister, c'est le travail d'édition, qui est assez remarquable quand même sur ce jeu. C'est vrai que souvent sur les Sabliers d'Or, on a des boîtes un peu prototypales. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. On l'a vu quand on a présenté Microlonie un peu plus tôt dans la semaine. On avait même du matériel qui visuellement n'était pas fini. On a pu montrer quelques aperçus de ce que ça sera sur la fin. Mais là, par contre, on a déjà le système de rangement à l'intérieur de la boîte et ça fait partie du plaisir. Quand on ouvre la boîte, vous avez cette petite surprise de voir un jeu dans lequel on a des petites boîtes de rangement qui sont posées, donc pas de sachets en plastique. Non, sur ce jeu-là. Pas de plastique du tout dans le jeu. Pas du tout de plastique, même les jetons sont en bois. Ça, c'est quoi ça, c'est du verre. C'est du verre, wow. Donc l'ambre, c'est du verre. C'est pas de l'ambre, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit de l'ambre. Pas le même prix, la boîte après. Ah bon si c'est de l'ambre. Alors franchement, faites un Kickstarter. Faites une édition de luxe. C'est ça. Avec un moustique dans l'ambre aussi. Oui. Ouais. Sinon ça marche pas. Tous les éléments sont rangés dans des petites boîtes en carton que vous allez pouvoir remettre dedans et c'est super chouette. C'est le graphisme dont tu as cité les 2 illustratrices. Elles sont 2 parce qu'elles font pas la même chose sur le jeu. Elles font pas la même chose. Jessica Cognard, elle est illustratrice naturaliste de formation. Ah oui. Et donc c'est elle qui a fait tous les dinos. Elle a fait un travail de dingue là-dessus vraiment. Et elle nous a fourni sur chaque carte. On voit il y a vraiment. Est-ce que je suis là sur chaque carte, il y a à la fois le dino principal, mais il y a aussi tous les petits dinos qu'on voit dans les coins. Elle nous en a fait plein d'autres pour des réflexions sur les poses, ainsi de suite. Enfin, vraiment fait un travail de taré. Et si tu la retournes, la carte, derrière, il y a le squelette. Wow, c'est le vrai squelette du vrai dino qui a vraiment existé. Alors, on a fait autant qu'on a pu, elle a fait beaucoup de recherches. Non, tu dis oui, Martin. Oui, Martin. Ouais. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que ce soit le plus proche possible du vrai squelette, mais par définition, c'est un travail de recherche scientifique. Bah oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que tu as une dessinatrice naturiste. C'est important d'avoir des gens qui savent se mettre à nu pour trouver vraiment tout. L'effort est important. C'est ça. Et Maud a un talent pour toute la partie conception graphique de la force de la couverture. Vraiment, elle a apporté beaucoup de choses très très chouettes et puis on a l'habitude de bosser avec elle, donc on savait exactement ce qu'on lui demandait, pourquoi. Donc ça fait une très belle paire pour ce travail. Voilà, souvent chez les naturistes on dit une très belle paire. Hop, on continue. Ah, j'ai pas le chat là, j'arrive pas à voir. J'aimerais bien vous suivre et je vois que dans le chat, les gens ont dit que les tickets de tombola d'hier n'avaient pas été désactivés, mais c'est pas grave, c'est prévu. Quand on fait un tirage de tombola, on a le dernier ticket utilisé qui est enregistré, et du coup, là, on va le faire maintenant. Je vais le désactiver, et ça va désactiver uniquement les tickets qui ont participé à la tombola d'hier. Alors je déconne, mais je suis impressionné par le matériel, et notamment parce que tu as devant toi, beau. Aline, là, l'annexe. Et ça, il faut qu'on montre absolument, parce que je vous passe pour que ça passe en vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Domitien ? Pourquoi il y a ça dans le jeu ?
Alors, pour 2 raisons. Une qui est ludique et une qui est thématique. Ludiquement, c'est un jeu de timing. Et donc, quand on a des cartes qui ont quasiment toutes des effets différents, gérer les problèmes de timing et de combo, c'est hyper important et on peut pas le faire juste avec de l'iconographie. Très très vite, quand on fait tester le jeu en festival, on se rend compte que les gens, au bout de 3 tours, ils ont compris l'iconographie et c'est plié. Ils ont juste besoin de du dos de la règle. Oui, la règle. Derrière l'écran. Juste derrière l'écran. Non, si. Alors, elle est en allemand là, mais vous allez comprendre. Ouais, mais on va regarder l'allemande. Très bien. Elle est sous la boîte. Oui. Oh, vous m'embêtez. Mis à côté. Moi j'aime bien le truc. Au dos de la règle, il y a le descriptif des icônes et très très vite les gens, ça leur suffit, voire ils l'utilisent plus du tout. Mais dès que tu as des problèmes complexes, notamment avec des cartes comme celle-là où il y a beaucoup d'icônes et des effets, avec un effet au choix, un effet pour les autres joueurs, puis un déclencheur, c'est vite compliqué. Donc avoir un descriptif de toutes les cartes, c'est très utile. Et puis en termes de thématique, avoir un petit peu de description de quels sont tous les petits animaux que l'on voit, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, quelle est la connaissance scientifique qu'on en a, c'était quand même quelque chose qui était hyper intéressant. Ça fait vraiment ce petit carnet de recherche, ça c'est très très chouette. Par exemple, petit test, Aline, on va voir si tu t'y connais en animaux. Qu'est-ce que le brasilodon? En fait, c'est pas marqué. C'est pas marqué sur tout. Sur celui-là, il n'est pas marqué. Je vais plutôt choisir le Thylacinus. Alors, c'est une maladie du haut du nez Mais non, qui filtre les pollens. Mais pas du tout. Ah bon? Communément appelé tigre de Tasmanie ou loup de Tasmanie, le plus ancien fossile connu de thylacine date d'environ 2 millions d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers thylacines ont disparu du fait de l'homme dans les années 1950 ou 80. Salaud. Donc en fait, c'est vraiment très très récent. C'est un des animaux qui vit encore aujourd'hui. Enfin, qui a été contemporain, quoi. Aujourd'hui, au sens un peu large. Ouais. Voilà, quelques petites informations. Puis c'est agréable aussi de voir un contexte, puisqu'il y a un thème, qu'il soit exploité au maximum. J'ai essayé First Giant à Cannes et c'est vraiment très sympa, nous dit Tiaco 2008. C'est super joli, mais trop pastel à mon goût. Bah, tu peux redessiner parce que. non, franchement. Alors, oui, là, ici, on est filmé. Et là, c'est plus pastel. Non, je vous explique quand même, on a beaucoup de lumière autour de nous pour que vous puissiez voir, grosso modo. C'est pour ça qu'on a ce teint si agréable. Ça peut jouer aussi sur le contraste du jeu. Là, on a une nappe, mais chez vous, vous n'allez pas utiliser le même genre de nappe. Regardez, la nappe, elle est de la même couleur que le jeu. Ça peut donner une impression aussi qui va peut-être moins faire ressortir les cartes. Et puis surtout, normalement, au-dessus, t'es à l'endroit, mais en dessous, t'es à l'envers. Donc, t'as plus exactement... moi, je les trouve super élégantes. Après, moi aussi, je les trouve super belles, mais surtout, ça correspond à l'imagerie qu'on a d'un carnet de botaniste ou de naturaliste ou d'archéologue, en fait. C'est des petits croquis pris sur le vif par le scientifique. Je trouve ça rend super bien. Et on a Fred qui nous dit c'est dur de passer après, vous n'êtes pas sympa. Ça veut dire que Fred il présente c'est l'auteur du jeu Chouineur qu'on présente cet après-midi. Il chouine déjà. Il est hyper au point. Mais alors par contre c'est pas du tout le même genre de jeu. Vous allez voir qu'il y en a un où Chouineur, c'est un jeu de pli mais c'est un vrai jeu d'ambiance aussi. Et on va rigoler peut-être plus cet après-midi forcément sur Chouineur que sur First Giant où là il y a de la compétition. On va essayer de l'emporter, on va se concentrer. On en vient à nos petites rubriques. Comme tous les jours, on va s'attarder sur les rubriques que vous nous avez concoctées, que je vais découvrir également en direct. Qui commence ? Je peux y aller, comme ça je fais un petit point à tombola. Donc une fois de plus, merci à tous les éditeurs qui passent au chalet aujourd'hui. Et que tu raquettes sans vergogne. Et que je raquette sans vergogne. Je leur ai sauté dessus hier, mais c'est toujours avec plaisir de toute façon qu'ils acceptent ma proposition. Et donc aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, il va y avoir 2 jeux à gagner à la tombola de ce soir. Donc j'ai vu que vous avez déjà pris beaucoup de tickets
tickets de tombola. De toute façon, on est généreux en tickets. Hier, on a donné au moins 3000 patates parce que forcément, ils ont voté pour le génie et le génie a gagné. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, ce soir, il y aura un Day One à gagner. Magnifique jeu, bravo, les auteurs très beaux, tout ça. Et génie, un éditeur génial, tout ça. C'est modeste, c'est ouf. Et puis aussi un Mosaïque, très bon jeu. Là, par contre, nous, on a vraiment adoré ce jeu-là, Mosaïque de Blam. Donc, les 2 jeux sont à gagner, plus des petits lots de consolation, 100 patates et 50 patates. Donc voilà, donc prenez des tickets de tombola, on les voit de toute façon déjà défiler. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vais justement en profiter pour vous faire gagner des patates en vous faisant participer à un petit quiz. Donc, tu peux te mettre sur l'application parce que toc, je la rends disponible. En fait, pour accélérer le rythme, je tente des trucs à chaque fois. Donc là, je vous ai directement activé les 4 questions de mon quiz. Et donc, à vous de regarder. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis concentré en fait sur le fameux duo de Matthew Dunstan et de Brett G. Gilbert. C'est 2 génies en fait, les gars. Pour info, pour ceux qui connaissent, Brett G. Gilbert, c'est lui qui avait fait... Divinare, non, comment il s'appelait ? C'était un jeu Asmodée. Divinare. Divinare, voilà. Et je savais pas que c'était lui, mais là, il l'avait fait en solo. Donc, voilà. Et donc, si tu descends, donc j'ai tout simplement mis des tout petits bouts. C'était chez Marabunta, non, Divinare ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, jeu qui était vraiment un peu intéressant. l'ancêtre de Space Cowboy, Marabunta, en maison des... Un peu beaucoup. C'est ça. Et donc je vous ai tout simplement mis des petits morceaux de couve, et c'est des jeux qui sont forcément du couple Matthew Dunstan et Brett G. Gilbert. Je n'ai pas mis Elysium parce que ça aurait été trop simple. C'est un lointain descendant de Elysium, voilà. Elysium qui est un super jeu qui avait été nommé au Kenner Spiel. Alors c'est quand même différent, j'en ai même pas parlé ce matin parce que sur certains jeux, ça arrive parfois qu'on ait une nouvelle version d'un jeu que l'on connaît bien et où on se dit, bon, bah ça c'est la nouvelle version, voilà les petits changements de l'un par rapport à l'autre. Mais là, il y a quand même pas mal de changements en termes de sensations et tout ça, et je trouve que ça va être réducteur de systématiquement le comparer à Elysium, même s'il y a une parenté. La partie mécanique de construction des secondes moteurs est assez similaire, mais le timing n'a rien à voir. Et en fait, c'est la moitié de la mécanique. Bah oui. Quand t'as la moitié de la mécanique qui n'est pas la même, c'est pas pareil. Mais non, mais quand on compare 2 jeux de pli, on ne rappelle pas systématiquement tous ceux qui ont existé avant. Pareil pour les jeux de deck building et tout ça. Donc, effectivement, les auteurs ont des mécaniques qu'ils ressortent de leur boîte. C'est quand même bien de le dire parce que c'est quand même un jeu nommé au Kenner Spiel. C'est un super jeu. C'est 2 génies qui depuis ont gagné 10 ans d'expérience. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce que donne le jeu, quoi. Donc voilà. Donc, je vous ai tout simplement affiché 4 petites bulles qui sont des morceaux de couve de jeu. Si tu descends, tu vois qu'il y a des propositions. Donc c'est soit on a le choix entre Costa Rica, Cartagos, San José ou Liberia, voilà. Donc les gens cochent, voilà, et puis ils doivent choisir, ils doivent essayer de décider, de trouver quelle est la couve, le morceau de la couve du jeu. Là, j'ai du mal. Et si tu descends, tu montes les 4 quiz et puis je donnerai les réponses à la fin. Pour moi, là, je dirais Costa Rica comme ça, mais je sais pas ce jeu, j'en sais rien. Je dis au pif. Là, ici, celui-là, je l'ai, je crois. Dice City. Dice Forge, Dice Hospital ou Dice Hospital hier Emergency. C'est une extension. Je sais pas. Je me doute du coup, j'ai un doute. Donc voilà. Ensuite, si tu descends, voilà. Donc soit c'est Dream Home, Home Depot, Happy Home ou Home Staging. Ouais. Ok. Et puis le dernier, j'en ai mis que 4. Bon, ça c'était facile. J'étais obligé de le mettre. Mais vous voyez les titres. Ah, mais tu l'as pas mis en version française. C'est en version quoi, ça ? Donc, est-ce que c'est quotidien ? Est-ce que c'est gna Et c'est des... N'empêche, ça m'a fait plaisir de faire des copier-coller de ça. Il y avait même du japonais ou des trucs comme ça, parce que, tu vois, le site, il est quand même bien fait, parce que c'est pas tous les sites qui peuvent supporter des caractères un peu bizarres comme ça. Donc, mais il est bien fait, ton site, Johan. Bravo, quand même. Dis donc, tu serais pas génial. Donc, voilà. Et maintenant, je vous laisse le temps de voter quelques secondes. Toc, toc, toc. Je pense que tout le monde l'a fait. Il y a le différé du... Il faut vraiment vous soyez très réactif à chaque fois. Toc, toc, c'est le décompte des secondes, toc, toc, toc. Non, mais tout est très rapide chez Johan. On en parlait avec Céline. Je désactive les premiers votes. Je désactive le deuxième vote. Je désactive le troisième vote. Et je désactive le 4e vote. Et maintenant, je donne les réponses. Donc le premier, c'était évidemment Costa Rica. Évidemment. Un jeu qui est super cool, donc des 2 auteurs, voilà, qui n'est pas très connu à mon avis, qui n'a pas eu un super succès. Mais c'est chez qui, ça ? C'est chez... je saurais pas te dire.
Super, merci. On apprend des Je vois, choses. si, dans la gamme... Si, c'est Aléa. Voilà, c'est Aléa. Ah bah je l'ai peut-être alors. Peut-être, ouais. Dans toutes ces pas. petites boîtes, c'est au studio là-bas. Je vais regarder. Donc le deuxième jeu, c'était Dream Home. Ah non, c'était Dice Hospital ER Emergency Roll. C'est pour ça que, en fait, Dice Hospital, c'est un jeu qui n'est pas de ces deux auteurs. Ah, c'est vrai, c'est pas et eux, ils ont fait la version Roll and Write de ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit piège. Et donc là, c'était la version Roll and Write de Dice Hospital, donc qui s'appelle ER Emergency Roll. On verra combien de personnes ont trouvé. Ensuite, c'était Dream Home, mais c'était quand même un peu difficile. Ah oui, c'était Happy Home, ouais, t'as raison. Oui, je suis bête. C'était Happy Home pour le dernier. Et enfin, fun fact pour le dernier, c'était tous des bonnes réponses, donc je vais donner des patates à tout le monde. Bravo, mais qu'est-ce qu'il est gentil! Parce que le jeu, il a été traduit dans je sais pas combien de langues, et du coup, j'aurais même dû mettre au moins 10 affirmations comme ça ça aurait fait beaucoup de patates. titres de jeux bizarres. Day, pour la version tout le monde, française. voilà, Pray Another Day, dont on a parlé hier. Pris un autre jour au Québec. Ou pas. On continue avec la chronique. C'est toi, Adeline, qui prend la oui, je suis là, donc suite. je vais rester là. Moi, je vous propose de trouver l'archéologue qui correspond à l'acteur que vous allez voir s'afficher sur l'écran. Donc, Martin, je te laisse mettre la première image. Ah, on avait les images de Costa Rica, tiens. Ah oui, ben voilà, donc c'est bien Léa, ça. L'image, elle est magnifique. Maud Chamel, elle a été douée là sur ce. Ah non, c'est MyFair, ok. Parce que c'est au format des petites boîtes à Aléa. Ça ressemble beaucoup aux Aléa, mais t'as peut-être pas cherché. C'est peut-être la version américaine, là, celle-là. Ouais. Je regarderai si je l'ai. Oui, je crois que c'est Aléa. Je suis sûr que c'est Aléa maintenant. Happy Home, Pray Another Day. Voilà. Quel film correspond à cet archéologue? Et plutôt que de vous mettre une image du film, je vous ai mis juste l'image de l'acteur. Donc réfléchissez bien. On commence avec Sean Connery et vous allez me dire que le film dans lequel Sean Connery est un archéologue, c'est... Alors, on a envie de répondre à Indiana Jones, mais il n'est pas archéologue, il est père d'Indiana Jones. Exactement, c'était le piège dès le début. Bah oui. Pouf, un piège. Il est le père de l'archéologue. Dans Indiana Jones, il est professeur d'histoire spécialisé en l'époque médiévale. Donc c'est pas ça. Donc dans quel film, à votre avis, il joue un archéologue célèbre en plus? Ah oui, dans des Gentlemen de la Ligue Incroyable Extraordinaire. Exactement. Dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il joue l'archéologue Alan Quaterman, retraité, que la Ligue vient chercher, essaye de débaucher, un peu à la manière du réalisateur qui a beaucoup insisté pour que Sean Connery sorte de cette période de pause cinématographique qu'il avait faite pour venir dans son film, ce qu'il avait refusé par exemple pour Le Seigneur des Anneaux. Il a refusé de jouer dedans. Et pour Siski prend le film, ils avaient fait un film. Pour Siski prend le film, mais il l'a regretté, et du coup c'est sa dernière apparition à l'écran, il a trouvé qu'il était plus en phase avec les réalisateurs modernes, et le tournage du film a été extrêmement pénible en fait. J'espère qu'il reviendra sur cette décision. Moi aussi, mais j'y crois pas. On continue. Nicolas Cage. Moi déjà, il faut que je reconnaisse le nom des auteurs. C'est moins piégeux. Je vous demande dans quel film il joue aussi un archéologue. C'est hyper connu. Donc. Oui. Il y en a eu 2-3 de films de cette série-là. Je crois qu'il n'y en a eu que 2, des Benjamin Gates. Donc les réponses directes, les gens n'ont pas le temps de chercher. Non, c'est bon. Non, les gens, ils l'ont tous. Keanu Reeves a trouvé. Bravo, joli pseudo. Et moi, j'en profite pour vous poser une autre question. Est-ce que vous savez le nom de famille originel de Nicolas Cage, qui ne s'appelle pas Cage? Il s'appelle bien Nicolas. C'est le fils d'un Nicolas. Oui, il est le fils de quelqu'un très connu. C'est son oncle qui est très connu, mais ouais. D'accord. Je sais pas. Je l'ai su. Non, c'est pas Scorsese. C'est le public ici, là. Ouais. Mais vous, autour de la table? Non, mais c'est cette génération de réalisateurs. Coppola? Ouais. Du premier coup, je le savais. C'est la famille Coppola, elle nous a quand même donné des personnalités du cinéma. Je dis personnalité, je vais dire grand acteur, puis je me ravise un peu quand même. Je dis personnalité, vous voyez. Le suivant. Ah, facile. Alors là, c'est le film avec des dinosaures. Écoutez, j'étais obligée de le mettre aujourd'hui. Hein. Par contre, moi, me souviens du nom de l'auteur. Sam Neill. Ok. Non, Neill. Je sais pas comment on dit. Voilà. Sam, moi je l'appelle Sam. Bah oui, c'est vrai que tu es bête. Je l'aime bien, lui. Je l'aime bien. Je sais pas. Je fais rien sur sa vie perso. Je fais gaffe maintenant quand je dis j'aime bien l'acteur. Ce dont je me rappelle, c'est qu'en fait, quand le film est tourné, ils n'ont pas vu les dinosaures. Tu vois, dans la production, ils n'ont pas vu les animations dinosaures. Et du coup, ils l'ont découvert pendant le tournage, si bien que leur réaction quand ils sortent de la voiture, ils sortent de la Jeep et ils s'avancent et ils voient les herbivores marcher devant eux. Et ça, c'est leur vraie réaction d'acteur. Ça avait été beaucoup mis en avant à la sortie du film.
Continuez. On continue. Alors avec la réponse, évidemment. Avec la réponse. Angelina Jolie. Ça, c'est... oui. C'est hyper facile, hein. Mon test, il est... C'est hyper facile. On vous distribuerait des patates à la volée, là. Le chat, Ah, il a, d'accord, le chat, oui, même vous insulte. c'est le jeu vidéo, c'est ça? Ouais. C'est Tomb Raider. Donc c'est Lara Croft qu'elle interprète et qui est archéologue. C'est un film dans lequel elle joue avec son père, d'ailleurs, John Voight. Ça vous parle? Easy Rider. Et donc... Bon, bah, moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu son père à l'écran. Il y a Mr. Quantum qui dit la scène dans le Jurassic Park 3 où le Raptor l'appelle Alan. Et il y a vraiment un moment où le Raptor il parle vraiment. C'est possible, hein, tu sais, ils ont fait tellement n'importe quoi moi, sur la suite des Jurassic Park. Je suis pas experte des suites de Jurassic Park. Là, à un moment, les Raptors ils sont tellement intelligents qu'ils font. Dans la suite, dans la suite des Jurassic Park, ils sont copains du héros, ils courent derrière lui et tout. Dans Jurassic World. Ouais, dans Jurassic World, il court derrière lui en moto, ça devient n'importe quoi. Est-ce que vous savez dans un cauchemar, ok. En préparant la chronique, j'ai lu que dans le jeu vidéo, Lara Croft, ça devait pas être une femme au départ, ça devait être un homme. Et pour se différencier d'Indiana Jones, ils ont choisi de faire un personnage féminin. Ça a changé, hein. On continue. Ah, les oiseaux se cachent pour mourir? Et non, c'est bien Richard Chamberlain, tu l'as reconnu, mais c'est pas les oiseaux se cachent pour mourir. Chamberlain, mais ça c'est les vieux films... C'est pas si vieux, hein. Alors j'ai noté la date. Pas du tout, j'ai pas noté la date. Le roi Salomon, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est Alan Quaterman, donc le même Alan Quaterman que dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, interprété par Sean Connery, cette fois-ci interprété par Richard Chamberlain. Et donc, Alan Quaterman et les Mines du roi Salomon. C'est pas là où il y a Sharon Stone qui joue? Exactement. Ouais. C'est une des premières apparitions de Sharon Stone à l'écran. Et si vous regardez le film, elle a pas du tout la tête d'aujourd'hui. Oui. C'est une autre personne. On la reconnaît pas tant. Et donc là, on est aussi sur un film qui est post-Indiana Jones, qui lorgne un peu de ce côté-là, mais qui s'en démarque en étant plus kitsch, plus loufoque et plus rigolo. C'est une volonté des producteurs d'aller dans ce sens. Oh là, je sens qu'on a de l'anecdote qui arrive. On me coupe dans ma chronique. Je crie au scandale. C'est parce que les Mines du roi Salomon, ils avaient eu une première version en 1950 avec... Je savais qu'elle allait venir de ça. Tu l'as déjà dit l'année dernière. Et avec Deborah Kerr et Stuart Granger, c'est un de mes films favoris, franchement. Ouais, à cause de Deborah Kerr. Ouais. Tu l'as déjà dit l'année dernière, je me rappelle maintenant. Et moi, mon anecdote, c'est que mon stylo Waterman, je l'appelais Alan à cause de ce film. Alan Waterman. Ouais. Voilà. Deborah Kerr, vous savez aussi pourquoi elle est passée absolument à la postérité? Ouh là là, tout le monde sait des trucs. Est-ce que quelqu'un d'autre sait un truc? C'est l'icône de la maison de production. C'est pas Paramount, c'est la dame drapée Columbia. Merci. Ah. Elle a servi de modèle. Et donc, Les Mines du roi Salomon, magnifique affiche. Vous ne reconnaissez pas Sharon Stone, n'est-ce pas? Eh oui. Et est-ce que j'en ai encore un? J'en ai encore un de film. Alors, on a encore un de film. Je sais pas qui c'est. Rachel Weisz. Ah. Qui est dans la vie l'épouse de l'acteur de James Bond. Non, très récent, Daniel Craig. Ah oui, d'accord, ok. Bah, par contre, elle a abîmé son t-shirt là parce qu'elle n'a pas les deux épaules. Et donc, elle joue une archéologue dans un film qui se passe en Égypte. Je vous ai tout dit là, je vous donne le titre quasiment. Ok, un film qui se passe en Égypte. Égypte? Le film? Sur le chat, on dit La Momie. Donc j'imagine que c'est ça, ouais. La Momie, qui a un point commun avec Jurassic Park, c'est-à-dire que l'acteur Brendan Fraser, il n'avait pas vu tous les effets spéciaux et la plupart du temps, ses réactions à l'écran sont très spontanées. Et ça a participé au succès du film, le fait que son visage soit si mobile et donne des émotions comme ça si facilement. En fait, j'ai pas compris cette anecdote. S'il ne voit pas les effets, comment ça peut être spontané? Si, parce qu'en fait, il n'y a pas que des effets spéciaux rajoutés après. Il y a du maquillage, il n'y a pas que du numérique, en fait. Et on confirme sur le chat que Rachel Welch, quelle actrice incroyable. C'est pas la Raquel Welch et Rachel Weisz, c'est pas du tout les mêmes personnes. Mince, d'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup pour cette chronique. Mais je vous en prie. À voir absolument The Wall, nous dit Flo de Fantasy Game, évidemment avec le même acteur. Bisous les gens. Que La Momie. On change de chroniqueur. T'as appris plein de trucs, Domitien? Oui. Ouais. Tu retiendras tout, hein, parce qu'il y a un interro surprise à la fin.
Alors, cela dit, ce sont pour l'essentiel des archéologues, là où ici ce sont des paléontologues. Des paléontologues et des naturistes. C'est ça. C'est Rachel qui nous rejoint Eh bien, et tu peux Pénélope passer également. à la prochaine image, comme ça t'évitera de vous spoiler, comme ça tu pourras Est-ce que ça jouer. marche? Quiz, mesdames et messieurs. On continue avec un quiz sur les animaux préhystériques. Non, pas préhystérique. Ah non, ça, c'est Rachel. Préhistorique. Faut qu'on se décale, Rachel. Regarde le cadre. Hop, hop, hop. Je me rapproche de toi, Domitien. Bonjour, Domitien. Bonjour. Et là, on peut Domitien. jouer, hein, Domitien. N'hésite pas à jouer aussi si tu as des références. Parce que moi, j'ai tendance, comme je connais pas les réponses, j'ai tendance à jouer et chercher les bonnes réponses. Je laisse très peu de place aux autres. Alors, j'étais pas plus fan de dinosaures que ça avant. Ouais. Mais je dois admettre qu'après, et d'animaux préhistoriques en général d'ailleurs, et maintenant que j'ai fait ça, je pense que je suis un peu plus doué. C'est vrai. T'es spécialiste, On va voir. Moi, je suis pas spécialiste des dinosaures. Moi, je suis allé chercher des fun facts parce qu'on a tous, enfin, on n'a pas tous eu des enfants, mais moi, j'ai eu des enfants qui sont tous passés par une période animaux préhistoriques, mais on tourne un peu en boucle sur les mêmes, les plus célèbres. Donc, je suis allé en chercher des tordus et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont dans le jeu, donc peut-être que tu sauras toi répondre. Donc on va d'abord laisser la parole à Domitien. Qu'est-ce que je connais? Le bronchiosaure, Bruno Catala, le ptérodactyle. Philippe Montblanc. Il fait d'outils aussi, je crois. Bruno Feduti, ouais. Donc tu peux passer à la prochaine image. Voilà. Le Parasaurolophus. Ah, tu l'as bien prononcé, tu gagnes un point. Ah! Ah mince, vous n'avez pas la totalité du texte. Bon, on va la lire, on va la lire. Alors attends, c'est un 2 vers. Ah, c'est Sa bien crête ça. servait à produire des sons. Ça, c'est réponse Y A. Tu t'en Ou alors, souviens. sa crête servait à Il y stocker a les de l'eau. Est-ce qu'elle servait à produire des sons ou à stocker de l'eau, d'après toi, Domitien? Ah, il y a un espèce de trou au milieu de l'autre. Je crois que c'est pas que les paléontologues sont pas tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Qu'il y a plusieurs usages et mon avis c'est plutôt le B. À stocker de l'eau. Dans ce qui est considéré comme le consensus scientifique actuel. Non, justement, c'est le consensus qui a été éliminé. Ok. Ça ne servait pas à stocker de l'eau et Bravo. très probablement à produire des sons parce que ça a Voilà, l'air d'être une continuité de la cavité nasale. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces sons-là? Ah oui, on voit, c'est ça pas fait un une espèce concert, de des trou concerts. dans le... Et si tu passes sur l'image suivante. Ah, je crois que c'est Patrick, le Devers. Alors, Domitien, on compte sur toi pour faire exactement ça sur toutes les questions. Dire l'un, mais en fait, c'est l'autre. C'est joli technique. Oui, mais après, effectivement, il a tout à fait raison. Tu vois toutes les sources, mais justement, celle de l'eau, c'est celle qui a été éliminée. Ah là là, les gens répondent, ils savent plein de trucs. Hein. Le Parasaurolophus. On l'a pas dans le. Je sais pas, on a Sa crête servait à produire des sons. Je relis le truc. Mais... Tu veux l'annexe? Alors celui-là il est pas dans le jeu, c'est sûr. Le Therizinosaurus, c'était un carnivore redoutable. Réponse A. Il fait peur hein, quand on le voit sur l'image, mais quand même il a des plumes dans les fesses. Donc là, ça. Ou c'était probablement un herbivore. Mais moi, je vous incite à regarder ses griffes. C'est vrai que le fait qu'il ait des plumes dans les fesses, on se dit c'est Ah, mais peut-être alors, plutôt un influenceur. Il a des grosses griffes, mais on dirait pas qu'il a une grosse gueule ni dents, donc il mangeait. Il fallait qu'il découpe bien. Oui, voilà, Ah, ça il servait découpe. peut-être à bien découper. Moi, parce que j'ai pas, j'ai pas à de ton avis, prétention Domitien, là-dessus, je vais dire que c'est ces un énormes- herbivore. Ces énormes griffes. Parce que voilà, Ouais, là, non, à bah, droite, là, vous avez un vrai Elle squelette. te manipule, fais gaffe. Hein. Moi, je dis que c'est un herbivore. Non, j'irais pareil sur un. J'en sais rien, moi. Souvent, hein. les plumes, c'est des carnivores redoutables. Allez, moi je dis carnivore redoutable. Moi je voterais sur un herbivore aussi. Eh ben, nous avons 2 bonnes réponses autour de la table puisqu'il s'agit enfin, c'est sûr que c'est pas un carnivore, donc non, il n'y a pas de consensus. C'est un herbivore, mais ces griffes, à quoi servaient-elles si elles sont si énormes? Parce que vraiment sur À découper les plantes. ossements, à effeuiller en fait, Ouais, directement effeuiller, dans les arbres, d'aller Ouais. peigner les arbres Ouais. pour aller se chercher des feuilles. Dans les trucs qui sont impressionnants, Et c'est les qu'à myrtilles. l'époque les arbres étaient aussi beaucoup plus grands. Oui. Et c'est pour ça que Le diplodocus. et Oui. tous ces animaux étaient avec des très longs coups, c'est qu'elles allaient attraper les feuilles tout en haut. Et c'était aussi beaucoup de Les résineux girafes. et Oui. d'arbres avec des grandes palmes. Et donc pareil, pour arriver à les manger ça et les arracher, c'est quand même plus compliqué que d'aller tirer des feuilles. Et Calou nous dit c'est des griffes de paresseux. Bah oui, c'est vrai qu'effectivement on voit sur des animaux plus récents, voire chez certains influenceurs, des grandes griffes aussi, mais qui sont pas du tout pour attaquer. Non, c'est pas de grandes griffes. Mais je pense pas à toi. Ah. Le Stégosaurus. Alors, le Alors, lui, il est Stégosaurus, vous connu. connaissez ses plaques sur son dos. À quoi servaient ces plaques? Réponse A.
à réguler la température. Réponse B, ces plaques sont des ailes dysfonctionnelles. Parce que les dinosaures sont restés longtemps sur Terre et ont Qu'est-ce que c'est que évolué. cette réponse B qui n'a aucun sens? Dans l'eau, ouais. Non, si, c'était... Pourquoi pas? Moi, non. Non. Vas-y, réponds à la réponse A. Je réponds à la réponse A. Moi, je dirais la réponse A également. C'est celui-là. Il y est. Tu nous as mis un bordel sur la table. Ah bah super, la Il y mise a en du temps de place. Hein. remise en place. Bazar. Pas tant. Pour accrocher des sacs à dos, là, j'aurais peut-être hésité. Cette réponse-là, ça marche mieux. C'est vrai que lui, il peut en prendre des Et sacs toi, à dos. Domitien, tu penses que c'est quoi? Là, c'est une évidence, c'est le A. Oh, bon, Ouais, là, la réponse B, elle n'a d'accord. pas de sens. Arrête. Par contre, il y a un Mais fun oui. fact beaucoup plus chouette sur celui-là, c'est le nom du machin qui est tout au bout de sa queue. Ça Ah. s'appelle un tagomizer. Oh. Un quoi? Un tagomizer. Et en fait, c'est un auteur. Non, Rachel, non. C'est un auteur de BD américaine, Ouais. Gary, je sais plus comment, qui a écrit, qui fait des petits comics en 3 trucs et notamment en 3 panneaux et notamment il en a un régulièrement avec des hommes préhistoriques et il y en a un qui dit et cette partie s'appelle le tagomizer en mémoire de notre regretté il donne le nom du mec parce qu'il s'est fait tagomiser du coup. Et il y a un paléontologue qui a trouvé ça super drôle et donc il a commencé à l'appeler du nom de cette personne-là. De la BD. Et en fait, c'est resté. Et du coup, c'est vraiment le nom du truc, ça vient d'une BD. Waouh, c'est Ouais, cool. parce que ça fait partie de ces dinosaures qui ont une queue un peu Ça, c'est massue une qui servait anecdote. probablement aussi Ça à m'est attaquer Moi, ses ça m'est arrivé défendants. sur les patates, hein, à l'origine. Gary Larson, merci. Ah bah oui, Gary Larson, bien sûr. Les patates, ça n'avait pas de nom, on appelait ça des pommes de terre. Et depuis que je dessine Des patates. des patates et que je les appelais comme ça, Les gens, ils se sont dit, ah, c'est drôle, ça ressemble. Du coup, on va appeler ça des patates. Ouais. vrai, véridique, c'est vrai. C'est comme ça que t'es devenu célèbre. Le prochain qui est un dinosaure très connu. Est-ce que vous allez tomber dans le piège? Le Vélociraptor, réponse A. Il fait du vélo avec Bruno Catala. Non, c'est pas ça. Il était à peu près de la taille d'une dinde. Réponse B. Il était aussi grand qu'un humain. Alors dans Jurassic Park, si on l'a vu, il est aussi grand qu'un humain. Il est même plus Mais est-ce grand. que ça serait pas faux? Sinon, elle poserait pas la question, Rachel. Une dinde, c'est ridicule quand même. Bah oui, mais pourquoi tu C'est poserais une la grosse question poule, alors quoi. que le Vélociraptor, on le connaît tous? Moi, je me Par demande cœur. si j'avais... Non. Ou est-ce que c'est un C'est piège horrible de parce piège? que- C'est horrible parce que quand on dit ce genre de phrase que je vais dire, qui est, moi je me demande si j'avais pas vu un truc sur le fait que c'était tout petit. Donc, On peut vraiment passer pour un idiot après, si jamais c'est ouais, pas pareil, vrai. hein, je suis pareil que Mais je toi, sais pas c'est- pourquoi C'est j'ai une peut-être un impression piège de piège. On l'a tellement vu taille d'un humain que c'est forcément pas taille d'un humain, sinon tu poserais pas la question. Est-ce que c'est pas les deux? Allez, je prends le risque, je tombe dans le piège. Je Dans tombe dans le First piège. Giants, il est classé comme un petit. Ah, c'est peut-être là que je l'ai vu. Ah. Voilà. C'est peut-être, tu sais, c'est il, bête. il est là, mais, c'est un rouge. C'est un rouge. Et Un on vérifie. carnivore. On moi, je vérifie. dirais dinde. Et effectivement, oui. il faisait la taille d'une dinde et Jurassic Park Mais il est trop a mignon. propagé cette légende que les vélociraptors faisaient vraiment très peur parce qu'ils les ont grandis de manière disproportionnée. Bah bravo Jurassic Mais Park. il est hein. très long. Oui, Il a est quand très même long. une très longue Oui, queue. il En fait, fait, il se genre, redresse un pas mètre, du tout. il fait la taille d'un humain mais sur sa longueur. Puis il a une espèce de griffe au niveau des pieds, là, au-dessus. Là. Et puis là, il y a des plumes, mais dans Jurassic Park, Oui, il n'y en voilà. a pas. Oui. Et ça fait partie aussi des questions qu'il se pose. Et il a les bras cassés dans Jurassic Park. Le Carnotaurus. Des bras plus courts que le T-Rex, est-ce que ce dinosaure existe ou est-ce que ce dinosaure n'existe pas? Déjà, posez-vous la question de l'équilibre de ce dinosaure. Moi, je vous dis ça, je dis On rien. voit plus les mains. Il existe. Moi, je dirais qu'il n'existe pas. Et Domitien? Il existe, nous dit Domitien, grâce à la carte de rouge. On dirait c'est... mais c'est bizarre. Alors, parmi les points différenciants avec le T-Rex, c'est le nombre de doigts aux pattes avant. Je ne sais plus lequel a combien de doigts. Il y en a un qui en a 3, il y en a un qui en a 4, je crois. Ouais. Je parie Il y a que lui, il n'a d'autres pas la choses qu'il place faut d'en qu'on mettre arrive à le 4. distinguer. Il est quand même un peu... Et donc voilà, un petit visuel de son squelette. Et on Ça, se, ces immenses jambes, elles sont... et on se trompe incroyable. souvent de son nom. C'est pas Zorus comme beaucoup d'animaux, c'est Taurus parce qu'il a 2 cornes sur la tête qui en font une sorte de taureau. Ah ben voilà, la petite information complémentaire qui vous manque. On a appris plein de choses qui ça vous resservira. Je pense que vous aurez l'occasion de citer cette anecdote à table lors des dîners mondains que On Rachel l'aurait oublié. organise C'est à beaucoup de Villafranche. dîners mondains. Merci beaucoup pour cette chronique, Rachel. On passe à celle de Pénélope.
Alors moi je me suis renseignée, alors on a fait un peu les jeux de Mathieu Dunstan et Brett J. Gilbert, donc moi je me suis occupée du thème, on reste dans la préhistoire et les dinosaures. Alors la préhistoire c'est un thème qui est hyper traité dans le jeu de société. Ça doit faire partie des thèmes les plus populaires avec le voyage, des grands thèmes comme ça. Et une des raisons pour lesquelles c'est un thème hyper traité, c'est que il y a des notions, la préhistoire est un support qui permet de créer des jeux aux mécaniques intuitives. Par exemple, la notion de survie, la notion d'évolution, la notion de découverte, la notion de développement. Et on a un espace d'imagination qui est assez fort et qui nous permet de pas forcément... Alors, on en parlait hier. Fut un temps, on avait une petite marge on peut s'amuser à créer autour. Aujourd'hui, les gens sont plus pointus. On est plus surveillés. On en reparlera. Les grandes mécaniques souvent associées, justement, alors là, on peut le voir justement avec Stone Age en 2008, le placement d'ouvriers pour gérer la tribu et effectuer des actions, aller chercher du bois, aller chercher... Faire l'amour dans la case. Évidemment. Construire des cabanes, on ne va pas rebondir sur cette phrase. La gestion de ressources, placement d'ouvriers, gestion de ressources, la gestion de survie, ça on peut le voir avec le jeu suivant, qui est Paléo, qui est sorti en 2020. Ouais, qui a une énorme cote d'amour, Paléo, et qui a régulièrement ces toutes petites extensions qui sortent, coopératif, qui a séduit beaucoup de joueurs. Ouais. Il y a une version junior qui arrive. Dedans, il y a la notion justement de développement technologique, on fait des découvertes, c'est un des supports intéressants justement à la préhistoire, tout était à inventer, tout était à découvrir, donc il y a plein de choses à crafter, à inventer, et la notion de coopération aussi dans Paléo avec la notion de tribu, ça fait beaucoup de notions, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la préhistoire c'est super pour créer des jeux. Super. Voilà, tout simplement. Ouais. Et l'exploration avec le fait de découvrir de nouveaux territoires, donc vraiment tout. Il y a plein d'aspects, plein d'axes. Ah, on me lance des regards dans le... C'est sur Stone Age, parce qu'on y jouait hier. Je sais pas si t'ont dit, Domitien le connaissait m'a envoyé pas. une photo et on en a discuté avec Domitien. Et c'est rigolo parce que c'est justement le jeu de chevet de Rachel. Je sais qu'il est sur ta table de chevet en ce moment. Non, c'est ma Madeleine de Proust, c'est différent. Ouais, je me suis pas arrêtée dessus, mais moi, l'âge de pierre, c'est un de mes jeux aussi que je trouve... c'est mon go-to quand on me dit quel est le premier placement d'ouvrier que tu peux faire jouer à quelqu'un qui a envie de découvrir ça. L'âge de pierre, c'est incroyable. C'est mon jeu régressif. C'est hyper à la fois simple et en même temps, il y a de la profondeur de jeu. Les jeux avec des dinosaures, c'est un sous-genre de ces jeux de préhistoire. Et alors c'est assez marrant parce que les dinosaures ça fascine. En fait, c'est vraiment un sujet qui fascine et très jeune. Il y a des études qui s'intéressent à ça pour savoir pourquoi. Alors on sait que les enfants de 2 à 6 ans, ils développent ce qu'on appelle des intérêts intenses, c'est-à-dire qu'ils se mettent à focaliser sur quelque chose, c'est prouvé, c'est étudié, on essaye de comprendre vraiment pourquoi, et on ne sait pas vraiment, comme beaucoup de choses sur lesquelles on fait des recherches et sur le cerveau, on sait que ça existe, mais on ne sait pas pourquoi. Et il faut savoir que le premier l'intérêt intense le plus connu, c'est les moyens de transport, voitures, vélos. Moi, j'avais les pas trains. ça. Voilà. Les trains. Mais toi, enfant, c'était train? Moi, je me souviens pas trop. Ouais. Mais mon fils, actuellement, c'est les trains. C'est vrai. Les trains, les voitures, tout ce qui roule. J'ai eu les dinosaures à la maison, mais pas les trains. Mais mon chéri, les trains, oui, il est capable de te citer des noms de locomotives. Ton chéri, je veux dire. Moi, j'avais un petit dans ma famille, il citait toutes les marques de voitures, on croisait des voitures, donc c'était Peugeot, Renault, Citroën, c'était un peu chiant. mais voilà. Et le deuxième intérêt intense, c'est les dinosaures directement après. Donc quand même, ça doit nous marquer dans notre enfance. Alors il faut savoir que avant Jurassic Park, c'était moins le cas. Donc le fait que Jurassic Park soit une espèce de révolution, qu'on remette des dinosaures partout... Attends, tu regardes pas trop avant 6 ans Jurassic Park. Mais oui, mais ça a créé la mode. Voilà, ça a créé la mode, ça a créé des images partout, des figurines, des jeux, et donc les enfants, ça a remis le dinosaure dans les intérêts intenses pour les petits, mais bien sûr ces intérêts, ils nous marquent, ils restent ancrés en nous. On a une explication sur les dinosaures, on pense que comme ça permet aux enfants d'explorer la peur sans danger. C'est une façon de se confronter à des choses effrayantes mais qui n'existent plus. C'est vrai qu'il y avait des séries avant Jurassic Park, je le lis sur le chat, Rioman qui nous dit il y avait le petit dinosaure. Oui, il y avait, c'est la même époque. Cette série dinosaures aussi qui était marrante en animé. Je sais pas. Denver ? Non, Dinosaure, vous connaissez pas cette série? Je sens qu'il y avait la voix de Bruce Willis dedans. Non, je me trompe, la voix française. Ouais, de Bruce Willis. Ça me dit rien du tout. Bon, voilà. Alors j'ai fait un petit comparatif quand même de visuel, c'est assez rigolo. Donc ils ont le dinosaure, c'est un thème
accrocheur, c'est à la croisée de la science et de l'imaginaire. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit que la représentation du dinosaure a quand même un peu évolué. Au début, c'était très naturaliste, réaliste, mais un peu comme plein de choses en fait. Au début du siècle dernier, dès qu'on faisait du jeu, il fallait que ça soit un peu éducatif. Et un peu comme finalement dans First Giant, on y revient, mais ça n'a jamais vraiment cessé. Mais au fur et à mesure du siècle, on a vu des représentations beaucoup plus fantaisistes. Alors, les deux jeux duo Dinosaur de Lost World et Lost Valley Dinosaurs, j'aurais adoré que tu montres le matériel de Lost Valley Dinosaurs, mais on le voit un petit peu sur la couverture, justement, il y a des petits extraits. Ouais. Ça fait partie de ces jeux. Je zoome, c'est ça ? Ouais, là, tu vois, on le voit un petit peu là. 1985 pour Lost World, 1987 pour Lost World, 1985 pour ce jeu, où là, on voit, il y a des éléments plastiques, le décor, il est énorme, en fait. J'ai vu le plateau, il est gigantesque. Et l'autre jeu est un des premiers jeux à avoir, le Dinosaur of the Lost World, et un des premiers jeux à avoir introduit le plateau modulaire. Voilà, ça permettait de changer de décor. Bon, Surfosaurus Max et Club, je ne saurais que trop vous conseiller d'y jouer, des dinosaures qui font du surf. Ouais, mais du coup, je me demande si c'est pas un Carnotaurus et pas un T-Rex. Mais t'as raison, il a quand même une grande tête et des grandes dents, tu vois. On va voir si t'as tous les jeux que j'aime bien, là, je repère un petit peu. Et bon, ensuite, j'ai mis quand même, je vous ai conseillé quelques... Alors, un truc qui est très rigolo aussi, que j'ai noté, c'est quasiment tout le temps, excepté dans des jeux de memory ou des petits jeux de cartes, des choses comme ça, on fait cohabiter les dinosaures et les êtres humains dans les jeux. Alors ça, c'est quand même... On est là, à cheval sur... Oui, mais ce dinosaure n'a pas de plumes. Mais il y a quand même un truc qui va pas, c'est que non, les tyrannosaurus n'ont pas cohabité avec les êtres humains. Et pourtant, on le fait énormément dans pratiquement tous les jeux de dinosaures. Donc, on va citer Raptor en 2015, excellent jeu de Bruno Feduti. Non, Bruno Feduti. Bruno... Les deux Bruno. C'est les deux Bruno. Ouais. C'est les deux Bruno. Catala et Feduti, dans lequel on va jouer. C'est un jeu asymétrique où on joue soit la mère dinosaure qui chasse, soit les humains qui sont chassés, et il faut se protéger de l'un de l'autre, quoi. Faut pas se faire manger, et l'autre essaye de capturer. On a Dinosaur Island, bien sûr. Alors ça, c'est l'influence de Jurassic Park 2017. Alors il y en a eu plein. Il y a eu Dinosaur World que tu as au chalet aussi. Ouais, pas trop non plus. Et dans lequel on va fabriquer un parc de dinosaures. On était dans les parcs à ours hier, mais là c'est les parcs de dinosaures. Et c'est vraiment ça, c'est l'héritage de Jurassic Park et le fantasme du parc à dinosaures. Draftosaurus, c'est aussi un parc. Hein. Et Draftosaurus, c'est aussi un parc à dinosaures avec des touristes. Et là, c'est un petit jeu, tout petit jeu de draft. Mais c'était juste pour dire, c'est quand même marrant cette tendance à vouloir toujours nous mettre avec les dinosaures. Il y a quelque chose. Il n'y a pas Evo. Qui nous attire. T'as pas mis Evo. J'ai pas mis Evo. En fait, tu mets des mauvais jeux, tu mets pas les bons. Mais pourquoi? J'ai mis quand même quelques bons jeux. Mais oui, je ne les ai pas tous mis. Voilà. Mais c'est la fin de ma chronique. Evo, je crois qu'il avait été republié. Je regardais là-bas, je cherchais le nom de l'éditeur. C'était chez Asmodée aussi, non? C'était pas chez Marabunta, la republication d'Evo? Ouais, tu dois avoir raison. Il me semble. Trop de jeux. Je sais pas. Ah, mais c'est ta boîte là. Alors non. Non, Marabunta, c'est pas ta boîte, c'est trop vieux. Oui, enfin, même Space c'est 2014. Ouais. Je ne suis pas chez Space depuis 2014. Ouais, mais bon, j'imagine quand on rentre dans les locaux de Space, il y a ces longs couloirs qu'on appelle, tu sais, comme dans le château de Versailles, il y a le couloir avec tous les miroirs. Mais là, non, c'est les galeries des glaces. C'est la différence justement entre le studio parisien et les studios Poitvin, c'est qu'à Paris, on a des loyers parisiens. Ah. Et du coup, on a l'espace ça, c'est un truc que j'essaie parisien. Et donc, en fait, non, on a même pas tous nos jeux. On est obligé de les faire tourner rapidement parce que on n'a pas tant de place que ça. Et que quand on doit garder le stock de l'intégralité de toutes les versions de Splendor, ou pire, de toutes les versions d'Unlock dans toutes les langues, en fait, ça prend un peu de place. Eh ben, c'est notre mission de faire jouer aux vieux jeux qu'on a bien aimés. On fera des parties d'Evo. J'ai jamais joué à Evo. T'as jamais joué à Evo? On peut faire ça. Hein. Mais oui, on peut faire ça. À Evo. Je suis assez chaud, moi. C'est pas trop long. Ah parce non, qu'on a c'est du pas très boulot, long, Evo. Non, c'est pas un gros jeu. Évolution, on nous cite également. Il y a tellement de jeux en fait. Oui, il y en avait plein. Hein. C'était. Évolution, c'est pas que les dinosaures. Il y a plein de choses. Je crois que sur le thème du dinosaure et de la préhistoire, il y a 3000 jeux dans Board Game Geek. C'est un des thèmes les plus abordés. Oui, ça manque pas. Ouais. C'est la fin de cette petite émission. On vous a préparé au thème, là maintenant vous êtes à fond, vous êtes prêts à découvrir le jeu et vous avez hâte de découvrir comment fonctionne First Giants. On va faire une petite pause pour ceux qui nous suivent en live, pour ceux qui nous regardent en replay, c'est vraiment la fin de cette émission. On fait une petite pause,
On se lance dans la partie. Vous retrouvez de toute façon les 2 formats qui seront diffusés sur nos chaînes YouTube respectives. La chaîne consacrée uniquement aux lives qui sont rediffusés, les replays d'un monde de jeu, et la chaîne uniquement... Alors, ça sera un live quand même, mais c'est notre chaîne de format monté habituellement, sauf pendant les Sabliers d'Or où on les enregistre en live. Mais les règles, elles ont été enregistrées en avance par Rachel, justement. Oui. Vous allez pouvoir les découvrir. Elle est merveilleuse. Elle fait ça merveilleusement bien. J'en profite parce que je l'ai sous la main pour lui dire. Merci Pénélope, elle a droit à un bisou. Oh là là, trop d'émotions. Allez, petite pause pour installer le jeu. On se retrouve juste après. À tout de suite.